Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole. Surtout, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le candidat à la présidence du parti UNIR, Clarence Renoir. Bonjour, merci de répondre à cette invitation. Bonjour Georges, merci de m'avoir invité. Je suis toujours content d'être sur Radio et Télémétropole, ma maison. Tout à fait. Donc Clarence Renoir, nous allons parler politique, nous allons parler élections, mais surtout d'Haïti et des jeunes. Parce que vous déplorez souvent le fait que très souvent, sinon toujours, Haïti soit absent des débats. Oui. Donc, mais juste avant, essayons un tout petit peu de nous attarder sur deux concepts qui constituent le nom de votre parti lancé sur la scène politique en 2014, si je ne m'abuse. C'est ça? Oui, tout à fait. 2013 UNIR, à peu près. Oui. UNIR qui est l'unité nationale... L'Union nationale pour l'intégration, pour l'intégrité, et la réconciliation nationale. Intégrité. Durant votre parcours, combien de personnes, d'hommes et de femmes intègres avez-vous rencontré, Clarence, en Haïti? Beaucoup, sans doute. Je ne peux pas les compter. Les plus intègres, les plus honnêtes ne sont pas ceux qui parlent le plus ou ceux qui se présentent le plus en public. Mais je suis certain qu'en Haïti, il y a beaucoup de gens intègres, de gens honnêtes, de gens moraux aussi. Mais il se trouve que nous sommes dans un pays où les valeurs ne comptent presque plus et que les gens qui, justement, ont cette étiquette, cette qualité, cette vertu, se cachent, on dirait. Pas pour mourir. Oui, se cachent. Mais ils ne sont pas présentés comme des modèles. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est les non-modèles, les non-valeurs qui sont valorisées. Ce qui fait que les gens se disent, écoutez, moi, avec mon intégrité, je n'ai qu'à me cacher. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligent, c'est celui qui peut tirer ses marrons du feu dans les circonstances les plus sales, si vous voulez. Faire une richesse dans des circonstances illégales, et cette personne-là est intelligente. À partir de ce moment, on érige les contre-valeurs en valeurs, et donc ceux qui sont les vraies valeurs, on dirait, ont tendance à se cacher. Mais moi, je suis certain qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont des gens intègres. Je ne suis pas le premier intègre. Si dans ce parti, nous avons pensé à mettre l'intégrité en valeur et comme valeur, c'est parce que nous nous sommes dit, les jeunes qui composent ce parti, qui forment ce parti, qu'il nous faut faire la promotion de l'intégrité. Et que nous aussi, nous voulons rester intègres. Parce que l'intégrité a un coût, c'est la souffrance. L'honnêteté a un coût, c'est la souffrance. On peut souffrir sur le long terme avant d'arriver, mais on y arrivera quand même. J'y crois, et c'est pourquoi l'intégrité fait partie des valeurs que nous prônons au sein de ce parti. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire, malheureusement, que l'intégrité qui est vertu, mais en Haïti, passe pour un vice, c'est ça? Pas pour un vice, on ne peut pas le dire à haute voix, mais je veux dire, les gens intègres n'ont pas la voix au chapitre. C'est malheureux, c'est-à-dire qu'au niveau de la presse aussi, on ne fait pas la promotion de ces gens-là, on ne les voit pas. Oui. Je vais vous dire une chose. Moi, c'est un modèle pour moi, ce monsieur, que j'ai toujours suivi à distance, que je n'ai jamais travaillé auprès de lui. Et j'ai appris à savoir, à connaître son comportement dans la fonction publique. C'est le feu Henri Bazin. Quelqu'un qui a décidé, sans que son gouvernement ait pris la décision de dire, écoutez, voilà la règle de travail que nous allons imposer. Il s'est imposé des règles de fonctionnement, donc des valeurs. Il a dit, écoutez, l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État, les biens de l'État, je les utilise pour la fonction que j'occupe, le temps que j'occupe cette fonction. Après, je redeviens un citoyen en week-end. Normal. Je suis un citoyen normal. Et je vais dans un supermarché, par exemple, je n'ai pas amené avec moi une meute de policiers pour ma sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de ce supermarché. Donc, quelqu'un comme ça te tape à l'œil. Tu dis, mais est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes comme ça dans ce pays? Peut-être pas, mais il est un modèle qu'on devrait ériger justement devant la jeunesse pour le dire aux jeunes, voilà quelqu'un qu'il faut suivre. Mais c'est quelqu'un qui a disparu et puis, bon, la mémoire est enterrée avec lui, je dirais presque. Par contre, les gens qui sont bruyants, arrogants,
et malhonnêtes, immoraux. Ah, mais ce sont les gens qui sont les plus vus, les plus montrés, les plus... il y a on fait la louange de ces gens-là. Et les gens qui sont à leurs pieds, comme quoi... Non, ce sont des valeurs que nous perdons. Et le pire là-dedans pour nous, je pense, c'est que nos enfants nous regardent et nous disent, mais qu'est-ce que je dois faire moi-même? Dois-je être honnête? Dois-je être intègre? Ou dois-je me débrouiller, condition D, pour faire tout ce que je peux pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec ces vertus-là? Ou il faut se trouver d'autres valeurs? Alors attention, il y a des institutions qui doivent faire la promotion de ces valeurs. Je disais à la presse tout à l'heure, les institutions religieuses doivent continuer à faire ces valeurs et à la promotion de ces valeurs. L'école doit être ce creuset où les gens sont formés dans ces valeurs, dans ces vertus. Et le pouvoir public aussi. Parce que le pouvoir public donne une exposition publique. Les parlementaires, les sénateurs, ce sont des gens qui parlent tous les jours à la radio, qu'on montre à la télévision. Les ministres, les présidents et les autres hauts fonctionnaires. Mais ce sont des gens qui doivent être des gens vertueux. Moi, j'avais dit une fois, je rêve d'une république vertueuse. Ça peut exister. Non, je ne suis pas un utopiste. Un utopiste, un idéaliste pour croire que tout le monde va être vertueux. Non, mais nous devons faire la promotion de ces valeurs pour qu'au moins qu'il y ait une masse critique de personnes pour faire reculer les contre-valeurs et les anti-modèles. Parce que sinon, c'est eux qui prennent la place. Comme quoi, la normalité en Haïti, c'est ce qui est... C'est la normale. Voilà. Clarence, maintenant, on va voir avec la réconciliation. Se réconcilier en Haïti, ça paraît être un long combat. C'est un dur combat parce que nous avons... des valeurs peut-être que nous traînons après nous, qui sont historiques, parfois culturelles aussi, c'est-à-dire je ne pardonne pas, je dois t'éliminer. Et si tu fais une petite faute contre moi, tu es impardonnable. Je peux paraître un petit peu spirituel, religieux en disant ça, mais moi je crois au pardon. Je crois au pardon. Oui. Pour ceux qui croient, qui ont la foi et qui prient tous les jours, qui disent pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais ils oublient dans la réalité de leur vie qu'ils doivent apprendre aussi à pardonner. Et de toute façon, une société civile, je parle de la société civile, pas religieuse, la société civile doit savoir se regarder parfois et se dire, vous savez, vous avez fait des erreurs, moi aussi j'ai fait des erreurs. Est-ce qu'on peut se retrouver quelque part et se réconcilier? Entre Marie et son épouse, il y a des différends, il y a des divergences parfois. Mais après, on doit s'asseoir ensemble, on doit trouver une date symbolique qui est une date, une occasion pour nous réconcilier. Entre un amant et sa fiancée aussi, il y a des choses qui arrivent entre deux amis. Donc, moi je crois, au niveau civil et au niveau politique, nous devons faire cet effort d'arriver à un niveau où nous devons nous regarder dans les yeux et nous dire, écoutez, pardonnons-nous nos offenses. Ce que nous avons fait à ce pays, et allons recommencer sur de nouvelles bases. Parce que nous sommes tous responsables à un certain niveau. Largement, si on prend les 60 ans d'histoire que ce pays a connu, de 1957 à aujourd'hui 2016, bientôt 2017, nous verrons que et le duvalierisme et l'opposition à Duvalier ont fait des torts à ce pays. Et après les 30 ans rondement de Duvalier, de 1986 à aujourd'hui, 30 ans de démocratie, mais chaque président qui est passé au pouvoir a fait du tort à ce pays. Et je pourrais vous prendre les dates les unes après les autres. En 1987, si on avait laissé faire les élections le 29 novembre, qu'il n'y avait pas ce massacre, qui sait où serait ce pays aujourd'hui? Si en 1988, quand les militaires, tout le monde le savait, avaient favorisé l'élection de Leslie Maniga, si on avait laissé Leslie Maniga diriger pour 5 ans, qui sait où le pays serait aujourd'hui? On peut prendre encore les dates. Entre-temps, il y a des coups d'État, Général Avril, Général Nonfi, Madame Eta Pascal Truet est arrivée, puis Jean-Bertrand Aristide. Mais si on l'avait laissé faire ces 5 ans de gouvernement, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, vous voyez, nous sommes en train de perdre beaucoup de temps à retenir en nous des sentiments de haine et à ne pas avancer. Et c'est vous m'offrez l'occasion de rappeler une initiative audacieuse, pour certains prétentieuse que j'ai prise. Ben, si il y a d'autres avant moi qui, semble-t-il, avaient tenté ça, mais c'est très bien. Il y a pas, moi, je ne cherche pas une exclusivité de ça, mais je crois que ça serait intéressant que nos anciens chefs d'État donnent le ton et se disent, écoutez, on va s'asseoir ensemble, on va montrer au peuple que nous pouvons nous reparler. C'est vrai,
il y a des choses peut-être que, je dirais entre guillemets, impardonnables. Vous m'avez renversé du pouvoir, vous m'avez mis en prison pour rien, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas se réconcilier pour dire, avançons maintenant vers d'autres objectifs pour Haïti. Mettons Haïti au centre de la table qui nous lie et puis avançons. Deux choses pour vous montrer comment nous ratons ces occasions de réconciliation. En 1993, après le coup d'État contre Aristide, Cédras était parti à Governor's Island. Les Américains avaient organisé quelque chose pour tenter une réconciliation entre les Haïtiens. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu cette photo au Nouvelliste l'autre jour, mais c'est symbolique de ce que nous sommes aujourd'hui. Les deux, dos à dos, refusent de se saluer, de regarder les yeux dans les yeux pour se saluer. Mais si Aristide et Cédras avaient seulement décidé de se donner la main, Haïti ne serait pas là aujourd'hui. En 2004, pareil. Une occasion extraordinaire, bicentenaire de notre indépendance. Donnons-nous la main, faisons la paix et avançons. Non, on ne l'a pas fait. C'est pourquoi moi-même, je crois que cette élection, donc je reviens à unir, serait pour nous une occasion de réconciliation, de nous remettre ensemble, de dire, écoutez, on a beaucoup tardé en route. Vous voyez, il est temps. Si nous nous regardons en pensant à ceux qui sont autour de nous, nos voisins de la Caraïbe, nous sommes le pays le plus pauvre de la Caraïbe, le pays le plus pauvre du continent américain, l'un des pays les plus pauvres du monde. Ça ne nous dit rien pour qu'il y ait ce sursaut en nous, pour dire non, sortons de cet enfer de pauvreté, de misère, et pour faire de notre pays ce joyau qu'il est destiné à être. Moi, je crois que nous pouvons y arriver. C'est pourquoi je suis dans cette lutte. La vie, de toute façon, est un jeu, une lutte. Bon, lutte, c'est un peu sauvage, mais c'est un jeu. Le jeu du donner et du recevoir. Je donne ce que j'ai reçu de ce pays en me faisant l'apôtre de la paix, de la réconciliation et de l'intégrité. Clarence Renoir, vous êtes candidat à la présidence. Bon, tout le monde le sait, parce que ça fait déjà 2 ans. Ce sont des élections assez longues comme ça, qui resteront dans les annales de l'histoire peut-être. Comment ça marche, votre campagne électorale? Vous avez opté pour une campagne plutôt de proximité au lieu de grands rassemblements. Vous savez, on agit selon ses moyens. Moi, je suis une personne, je peux m'adapter à une situation. Je n'ai pas d'argent, je suis dans la campagne et de toute façon, pour moi, la campagne électorale ne devrait pas être un concours d'argent. C'est dommage, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Mais je continue ma campagne. Je me suis dit, je vais trouver d'autres biais pour continuer dans la course. Et je me dis, le plus efficace, c'est d'aller rencontrer les gens. Et c'est ce que nous avons aussi fait l'année dernière. Aller à la rencontre des gens dans les communautés, dans les petites communautés rurales, dans les communautés urbaines, aussi dans les quartiers. Aller rencontrer les gens, aller leur parler, voir comment ils sentent ce pays, sentir. Vraiment, comment ils voient ou perçoivent les candidats, etc. Donc, c'est ce que je fais cette année, parce que je me suis rendu compte aussi que c'est difficile de faire déplacer les gens sur les places publiques, parce qu'il faut les payer. Et ne nous trompons pas, personne ne peut nous tromper là-dessus. Les gens ne se déplacent plus par volonté, par partisanerie. Appartenance. Par appartenance, non, il n'y a pas ça. Les gens se déplacent parce qu'ils sont motivés par quelque chose de direct et d'immédiat. C'est comme un job. C'est un emploi. J'ai écrit dans mon livre, l'élection est une occasion de récolte. Les gens disent, nous n'allons rien trouver de nos politiciens. La seule occasion que nous avons de prendre un peu d'argent d'eux, c'est au moment des élections. Vous me donnez de l'argent, je vote pour vous, ou peut-être pas aussi. C'est un jeu de dupes. Et récemment, vous avez été victime d'extorsion. Oui. Écoutez, moi je ne condamnerai pas les jeunes qui visiblement étaient très agressifs, menaçants, et à qui effectivement j'ai dû verser un peu d'argent. Mais qu'est-ce que c'est? Rien, vraiment, pas grand-chose. Mais je condamne ceux qui les ont formés à ça, et ceux qui les maintiennent dans cette situation. Moi, je suis en train de gagner quelque part cette élection, avec ma conviction, avec ce que je crois. Gagner, c'est-à-dire aller dire aux gens que nous pouvons changer ce pays. Je suis en train de dire aux gens, ils prennent conscience de ça, que ce pays peut changer, mais il faut qu'il y ait une masse critique de personnes à porter cette même parole comme moi, pour dire aux gens, ne nous abandonnons pas à la résignation, au défaitisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de fatalisme. Les Haïtiens se disent, le pays est comme ça, prenons-le tel qu'il est. Et oui, si on peut faire un peu d'argent ici, faisons-le, mais on n'a pas Haïti dans notre cœur, dans notre vision
notre pays. L'abandon total, comme vous le disiez justement. en coulisses. Ceux qui partent, ils ont le courage de partir. C'est brave. C'est lâche, mais c'est brave aussi à la fois. Oui. Parce qu'ils risquent beaucoup en partant. Mais ceux qui restent, ils sont à l'abandon de ce pays. Ils ont dit, écoutez, moi je suis là, je sais que rien ne va se produire. Moi j'ai écouté avec tristesse un reportage qui a été diffusé sur Radio Métropole ce matin, où les jeunes disaient, mais rien de sérieux ne va se produire dans cette élection. Ce sont les mêmes qui vont revenir, les mêmes pratiques qui vont se reproduire au pouvoir. Les gens vont s'enrichir à nouveau. Moi, je n'ai rien à faire, je pars. C'est triste d'entendre ça d'une jeunesse d'un pays. La jeunesse qui la relève, si elle s'en va, que va-t-il rester de ce pays? Personne. Donc les plus coquins, les plus malins vont rester, vont continuer à se perpétuer au pouvoir, se reproduire au pouvoir, reproduire les mêmes réflexes, faire les mêmes choses. Donc il nous faut cette prise de conscience et je me bats pour ça. Je tape fort, je dis il faut y aller, on peut croire. Il y a des jeunes qui se réveillent dans ce sens et se disent mais c'est peut-être possible. Mais il faut vraiment qu'il y ait d'autres voix qui doivent se joindre à la mienne. Il y a d'autres voix qui sont silencieuses, qui font au fond d'eux cette réflexion, mais qui refusent de porter cette voix au public. Et moi, je crois que c'est possible. Donc, si je continue dans la course, c'est parce que je crois qu'il y a un miracle est possible. Ce miracle verra-t-il le jour, le 9 octobre prochain, pour Clarence? Je ne sais pas. Qui sait? Qui sait si le 7 octobre, il ne se passera pas quelque chose dans la tête des Haïtiens qui se disent maintenant, nous voyons clair. Il y a une lumière qui jaillit dans nos yeux, dans nos têtes, qui nous disent, dans nos cœurs aussi, qui nous disent, voilà la direction qu'il faut prendre. Et c'est cette direction qui va amener la lumière sur l'ensemble du pays. On ne sait jamais. C'est pourquoi je continue dans ce combat avec les moyens que je n'ai pas. Je dis toujours avec les moyens que j'ai aussi, les faibles moyens que j'ai. Parce que je crois que la force de la conviction, ce n'est pas l'argent qui détermine la conviction d'un homme. C'est ce en quoi tu crois vraiment. Et ce qui te motive. Moi, Haïti me motive. Et je disais à des camarades que je ne veux pas laisser ce pays. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas partir. Donc je dois m'enraciner davantage. Être dans la politique, c'est m'enraciner davantage dans ce pays et voir si avec moi-même et d'autres personnes, nous pouvons amener un groupe assez important à faire cet effort d'enracinement dans ce pays. Et pas enraciner pour rester, pour jouir du pays, pour chercher à jouir du pouvoir, mais enraciner pour voir comment nous pouvons changer ce pays. Oui, ce sont de très bonnes idées, mais d'aucuns diraient il y a une disproportionnalité entre ceux qui veulent s'enraciner et ceux qui veulent partir, se déraciner, si on peut dire ça. Clarence, on va observer une pause. Au retour, on va continuer à parler élections, d'Haïti et aussi votre point de vue sur les élections qui est les idées. Vous prônez les idées dans les élections. Il faut qu'il y ait les débats et non la force de l'argent. Donc on va voir tout ça dans quelques minutes, mais c'est la pause maintenant. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, Clarence Renoir. Avec lui, nous parlons politique, nous parlons des élections et nous parlons d'Haïti et des jeunes. Clarence, avant la pause, on évoquait les idées qui sont absentes dans les élections. On assiste à la primauté de l'argent sur les idées, ce que vous dénoncez. Oui, je dénonce les armes aussi. Oui, c'est le plus dangereux. Nous avons connu 30 ans de transition démocratique, toujours baignés dans le sang, depuis 1987, à la naissance même, je dirais, de cette démocratie par les élections, par les urnes. Et je rappelais tout à l'heure, le 29 novembre 1987, moi je plaide pour l'absence totale des armes dans les élections. Donc si vous retirez les armes, il y a la place pour les idées. Si vous retirez la force de l'argent, l'argent on en a tous besoin pour vivre. Forcément aussi pour une campagne électorale, il faut de l'argent. Mais pas que l'argent devienne la règle de ces élections. Le mobile, le moteur, ce qui motive les gens à aller voter. Et encore plus dangereux, c'est que quelle est la source ou quelles sont les sources de cet argent-là, massivement qu'on voit dans les élections? Personne ne pose cette question occulte, douteuse. Personne ne pose cette question, même pas les institutions qui sont responsables, de veiller à la qualité de l'argent qui vient dans les élections. C'est le devoir de l'État. C'est le devoir des instances chargées de faire les élections, de surveiller qui dépense quoi dans ces élections et quelles sont les sources. Dire qu'il y a dans
cette élection, il y a un décret électoral qui dit justement qu'on ne doit pas trop dépenser d'argent. Il y a un plafond de dépenses qui a été fixé par le CEP, mais personne ne prête garde à ça, ne prend garde à ça. Et en plus, la force des armes dans les élections. Vous savez, à ce rythme-là, vous avez eu un week-end chaud quand même. Hein? Ah oui. Un week-end chaud tendu. Moi, je dis, à ce rythme-là, on n'aura pas d'élection véritablement le 9 octobre. On aura une compétition d'armes, de puissance, de capacité de celui qui a beaucoup plus d'armes. La loi du plus fort pour gagner les élections, s'accaparer du pouvoir par la force et se créer des ennemis après. Donc, on va encore retourner dans la crise. C'est pourquoi, moi, je me fais le chantre de la réconciliation pour atteindre ce qui est nécessaire pour Haïti. Ce qui est nécessaire pour Haïti aujourd'hui, ce n'est pas que les candidats viennent nous dire que si je suis élu, je vais créer 150 000 emplois dans 100 jours, je vais relancer la production nationale, je vais faire des routes, etc. Mais comment, avec quoi vous allez faire ça si vous n'avez pas une base stable dans la société? Vous marchez avec tout le monde pour aller faire ça. Donc, c'est les idées. Donc, il nous faut atteindre la stabilité. Et donc, ce qui devient essentiel pour atteindre cette stabilité, c'est l'éducation qu'il faut faire. L'éducation des gens, des jeunes, à refuser d'accepter de prendre les armes pour aller se tuer et tuer leurs semblables, leurs frères, leurs cousins et cousines pour une poignée de dollars haïtiens, pour une poignée de gourdes. Il faut faire l'éducation large des jeunes. Il faut investir dans la santé de préférence. Une population jeune, en santé, nous garantit une économie beaucoup plus forte. Parce que si nous faisons tout ça dans la stabilité politique. Pour moi, il est indispensable que Haïti atteigne cette stabilité. Ah, mais nous ne pourrons pas l'atteindre dans 5 ans. Ça demande 20 ans. Et je dis qu'il nous faut 20 ans au moins, un minimum. C'est le moins ce qu'on puisse demander. 20 ans de stabilité politique, c'est-à-dire d'alternance régulière, sans trouble, sans cassure, sans prolongation des périodes électorales. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Moi, j'étais venu à Métropole, j'ai été reçu ici, à cette place, dans cette émission, dans ce programme, pour dire que, oui, les élections se sont tenues, il y a eu des problèmes, mais moi, j'ai perdu. Quand est-ce que nos leaders accepteront de perdre une élection? Et de le dire. Et de le dire, d'accepter de le perdre. Et de se tenir à l'écart pour dire, laissez diriger celui qui a gagné. Nous avons besoin de faire cette éducation-là aussi, générale, des leaders. L'apprentissage de la perte. L'apprentissage de apprendre à perdre. Et voilà. Deuxièmement, je dis, tout ce que nous voulons faire viendra après. Lorsqu'on aura fait la paix entre nous, lorsqu'on aura fait la réconciliation entre nous, lorsqu'on aura fait la stabilité de ce pays, alors, oui, nous pourrons réaliser les projets que nous avons. Moi, écoutez, j'ai lu des rapports d'institutions internationales sur Haïti. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que Haïti, c'est l'incertitude qui tue ce pays, l'incertain. C'est ce qui pousse les jeunes à partir. Oui. C'est ce qui empêche aux gens d'investir dans le pays pour créer des emplois. C'est ce qui empêche aux touristes de venir chez nous à la plage. L'incertitude, les inquiétudes qui nous tuent. Je voudrais rapidement, avec vous, parce que vous me lancez sur un point extrêmement important, moi c'est là, pour moi, ce qui manque à cette élection, les vrais débats d'idées, où nous échangeons avec les gens. Mais nous questionnons aussi leur passé. Ah, vous voulez être candidat à la présidence, vous êtes candidat, vous voulez diriger ce pays? Dites-moi, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Quel comportement avez-vous eu quand vous étiez dans le pouvoir déjà, à telle ou telle fonction? L'argent, où vous le trouvez? Ce sont des questions qu'on doit poser aux candidats. Ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, vous me donnez l'occasion de faire ce que Métropole faisait autrefois, la politique comparative. Comparons-nous aux autres. Je disais tout à l'heure, si nous nous regardons dans la Caraïbe, dans les grandes Antilles, les petites Antilles, regardez, Cuba reçoit chaque année environ 3,5-3,6 millions de touristes, ce qui va doubler dans les prochaines années avec l'ouverture des relations entre Cuba et les États-Unis. Aujourd'hui, 100 avions commerciaux sont prêts à voyager entre Cuba et les États-Unis. 100 vols par jour. Alors pas 100 avions, mais 100 vols par jour. Vous imaginez ce que ça va être. Et nous, dans l'instabilité, nous n'allons rien recevoir. Nous recevrons seulement les missionnaires qui viennent donner des comprimés aux gens malades de ce pays, qui meurent dans les sections communales, les bons samaritains. Ouais. Mais l'investissement, nous perdons ça. Donc 3,5, 3,6 millions de touristes par année qui rapportent à Cuba près de 4 milliards de dollars par année. Ça va doubler. Oui. Cuba a un PIB, je crois, de 89 milliards de dollars par année. La République dominicaine, à côté de nous... 69 milliards aujourd'hui de dollars. Okay.
La République dominicaine reçoit plus de 5 millions de touristes et ce qui rapporte 6 milliards de dollars par année, l'industrie touristique à la République dominicaine. Comparé à Haïti, qui dans les années 70-80 était la perle des Antilles et qui recevait les touristes d'abord, nous avons aujourd'hui 200 000, 300 000 touristes qui viennent par année encore. Oui. Encore que ce soit des touristes locaux, les Haïtiens qui viennent faire des vacances pendant les périodes de fêtes patronales en été, les touristes ne viennent pas chez nous. Qu'est-ce que ça nous rapporte? À peu près 3 millions de dollars par année. Quel est le PIB d'Haïti? 8 milliards seulement de dollars comparé à la République dominicaine, 69, à Cuba, 89. Quel est le PIB par habitant en Haïti? 846 dollars. Oui. 846 dollars. Pourquoi? Parce que nous avons 60% de cette population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Seuil de la pauvreté. Et en dessous, plus bas encore, il y a 2 millions d'Haïtiens qui vivent avec 1 dollar par jour. Mais de quoi nous parlons-nous? De quel pays parlons-nous? Aucun candidat à la présidence, ne serait-ce que Clarence Sounan qui vous parle aujourd'hui, même s'il était élu, ne va seul pouvoir résoudre les problèmes de ce pays. Il nous faut nous mettre ensemble pour le faire. Il faut que les gens qui sont dans cette course électorale acceptent après qu'il y ait un pacte de gouvernabilité et de gouvernance qui soit signé dans ce pays et qui dit « nous faisons la paix entre nous. Nous allons travailler ensemble. » Et on va comme ça introduire une alternance jusqu'à ce qu'en 2035, nous ayons un autre pays. Commençons à avoir un autre pays. Émergent. Nous allons aborder un autre sujet pour revenir ensuite sur les idées, parce que c'est très important pour nous, Clarence. Tout à l'heure, vous évoquiez la politique comparative que faisait dans le temps Radio Métropole et que nous faisons encore aujourd'hui. Personnellement, est-ce que vous, au long de votre parcours, vous avez pris ce recul introspectif pour essayer de voir si votre message, à travers votre message, vous avez conquis le cœur des gens? Est-ce que vous avez frappé à la porte de leur conscience, à la porte de leur raison? Si vous vous comparez aujourd'hui aux autres candidats, comment voyez-vous? Je crois que ça avance. Ça avance. Je gagne du terrain, je dirais, pour avoir un langage positif. Et je suis positif, sinon je ne serais pas là. Et quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'argent de personne pour faire les élections, il se retirerait déjà. Donc vous croyez qu'aujourd'hui que plus de gens sont prêts à voter pour Clarence? Je crois que ça arrive, ça vient. Écoutez, je ne veux pas dire que je suis le premier dans les sondages, etc. Mais je dis qu'il y a un éveil de conscience. La conscience est en éveil, elle n'est pas encore totalement réveillée, elle est encore somnolente, mais elle est encore dans un état léthargique, dirait-on. Cette conscience va se réveiller finalement d'un jour à l'autre. Je crois que ça gagne. Et écoutez, ce sont des jeunes étudiants qui m'appellent, qui m'invitent à venir les rencontrer, à venir leur parler. C'est parce qu'ils ont besoin de ces mots d'espoir. Ce ne sont pas des jeunes, ces jeunes-là ne vont pas dans les meetings populaires de rue où on fait transporter les gens sur des distances, des centaines de kilomètres avec 250 gouttes et un plat de nourriture. Ils vont pas aller là. Donc il y a une jeunesse intelligente et consciente de ce pays qui a besoin de meilleures formations à l'école, de meilleures instructions dans la vie, qui a besoin de meilleurs exemples pour vivre. Cette jeunesse-là est intéressée. Mais attention, et c'est là le problème de ce pays. Bon, je reviens rapidement sur les élections pour dire, si le jour des élections, ceux qui pensent gagner veulent utiliser que les armes, le feu, pour le faire, ils vont empêcher à mes étudiants, aux jeunes qui sont intéressés à moi, d'aller me voter. Alors c'est ça le problème. Le jeu électoral ne doit pas être ce champ de bataille que nous voyons chaque fois dans le pays et qui empêche à l'expression de l'âme haïtienne de s'exprimer dans une élection. Moi, je suis contre ça et je me bats contre ça. Il nous faudra arriver un jour à un type d'élection dans ce pays où tous les candidats, ceux qui sont les premiers jusqu'aux derniers, ceux qui ont plus d'argent et ceux qui ont moins d'argent, acceptent de faire la confrontation d'idées et de vision d'Haïti. De parler dans les amphithéâtres d'université, dans les écoles, aux jeunes, dans les écoles professionnelles, dans les quartiers aussi, pour apporter un autre message. Bien sûr, on aura toujours besoin de l'argent, je ne veux pas minimiser le poids de l'argent. Quelqu'un m'avait dit ça. Oui. J'ai été rencontrer un homme qui est dans les affaires. Je lui dis, comment pouvez-vous m'aider dans cette élection? Il m'a accueilli en me disant, avec cette précaution, je vais vous parler franchement, ne soyez pas susceptible. Je dis non, je suis ouvert. Il me dit, Clarence, vous avez le meilleur profil pour être le président d'Haïti. Vous avez le meilleur message, un message d'apaisement, de réconciliation. Mais on ne va pas vous aider parce que vous ne faites pas peur. Je dis quoi? Comment? Mais vous n'êtes pas menaçant, Clarence. Ce sont les gens qui menacent.
Ce sont les candidats qui font peur. Ce sont ceux qui reçoivent de l'argent dans les milieux d'affaires. Donc, tant que vous aurez ce message, qui est un bon message pour Haïti, mais vous n'allez pas trouver les moyens pour faire votre campagne électorale. Je lui dis, écoutez, moi je crois qu'on peut gagner sans la menace. Je crois qu'on peut gagner avec la conviction, avec des gens qui sentent la nécessité de mettre ensemble les valeurs, les vertus, les qualités dont nous parlions tantôt pour que nous ayons un autre pays. Je veux croire que ce pays est possible. Et Grégoire Eugène, je vais loin en arrière, elle disait, le miracle haïtien est possible. Donc je me fais porte-parole. Et vous y croyez encore en 2016? Oui, je crois. Alors le miracle ne se produira pas comme un coup d'éclair, un coup de tonnerre qui vient, qui dit bam, comme une baguette magique et puis une fée transforme ce pays. Oui. Mais c'est une construction. Il faut que nous soyons ce miracle. Ah ben oui, voilà. Nous devons d'abord incarner ce miracle, ce sentiment que... Moi, je ne suis pas dans la fatalité. Je refuse la fatalité. Personnellement, pour ma vie, si c'était le cas, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui, et pour mon pays aussi. Je refuse totalement la fatalité. Je crois que tout est possible. Il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut trimer. Ça va être dur, mais il faut y aller. Alors, quand vous avez évoqué la peur pour rapporter ce que vous a dit un homme d'affaires, un entrepreneur, est-ce que c'est mettre les gens dans la rue ou la peur réelle, les armes, etc. C'est la peur réelle. Les discours violents aussi, ça marche en Haïti. Okay. Si vous dites que si vous m'élisez, je vais mettre en bas tout le monde... Vous ne pouvez mettre un dessin. Okay. Mais moi, je prends un autre... n'a boulé, n'a crasé. Mais moi, c'est la réconciliation que je vois. Parce que les guerres entre nous, les guerres fratricides, les guerres que nous faisons depuis 30 ans, qu'est-ce que ça a apporté à ce pays? Rien. Ou bien c'est la force des armes, la démonstration des armes dans la rue. Mais je vais vous ramener à début juillet pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé à Port-au-Prince au début du mois de juillet? Un matin, on a entendu que des gens armés ont mitraillé quelques magasins, quelques banques et des hôtels. Des compagnies de téléphonie. Personne n'a dit rien. L'État n'a rien dit jusqu'à présent. On est en septembre, mes amis. Où est cet État-là? L'État a démissionné, l'État n'existe plus, Haïti n'existe pas. Oui. Donc, qui a fait ça, selon vous? C'était pour donner le ton de ce que doit être l'élection. C'est les armes. Et je vais venir chez vous, vous demander de l'argent. Si vous ne m'en donnez pas, je vais recommencer à fusiller. Pourquoi a-t-on importé des armes illégales dans ce pays? 2-3 semaines en période après, électorale. Personne ne dit rien. Moi, je regarde, sans comparer, avec satisfaction et soulagement, qu'aux États-Unis, un soir, quelqu'un met des bombes, 29 blessés, et le lendemain, la personne est identifiée. À New York. Ça rassure les gens. Ça soulage ce pays comme ça. Les affaires sont rassurées. Les investisseurs peuvent revenir. La réponse célère des autorités. Immédiate. Mais nous, 2 ou 3 semaines après, alors on ne sait pas qui a importé ces armes. On n'avait pas le nom de l'importateur. Le manifeste. Le manifeste et tout. Et puis ces personnes-là sont là à circuler sans problème. Je crois que ce pays a besoin de faire ça. Du côté de l'État, de montrer que nous ne pouvons pas vivre dans l'impunité, dans la tolérance de ce qui se fait. On ne peut pas tolérer ça dans ce pays. Deuxièmement, je dis qu'il nous faut aller travailler dans le comportement des hommes qui sont au pouvoir. Je ne les appelle pas des hommes d'État. Les hommes d'État, ce sont des hommes qui ont l'État d'Haïti dans leur cœur et qui veulent tout faire pour faire fleurir cet État, pour faire sortir cet État dans la boue où il est aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui doivent comprendre que les privilèges, c'est assez. Ils jouissent trop de ce pays. Un ministre doit avoir 4 véhicules après lui dans son cortège. Sirène, etc. Arrogance dans les rues, etc. On dépense trop d'argent dans l'État, cet État pauvre. Il nous faut restreindre les dépenses de l'État. Je le dis là comme ça, de manière très, très naïve, et très, non pas léger, mais naïve, le sens comme quoi. Mais les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, toutes les autres institutions européennes nous disent « Vous dépensez trop d'argent dans l'État ». Alors que vous n'en avez pas beaucoup. Pas beaucoup. Nous avons des gouvernements avec 36 personnels, 24 ministres, 12 secrétaires d'État. Nous avons des directeurs généraux partout, des directeurs généraux adjoints, des directeurs généraux sous-adjoints encore. Mais où allons-nous dans ce pays? Et les pauvres, qui leur dit qu'un jour leur situation va changer? Et ces jeunes... L'État nous tue en quelque sorte. Mais l'État est un État assassin. L'État haïtien est un État assassin. Ces jeunes qui sont dans les quartiers, les ghettos, qui vivent de désespoir et qui sont dans la désespérance totale et qui partent, ceux qui peuvent le faire. Mais il faut leur dire qu'un jour ils s'en sortiront. Il faut leur montrer la voie. Il faut leur montrer le chemin des écoles de formation, mais pas les armes, pas l'argent. C'est ce que je suis en train de dire dans cette élection.
Et je n'ai pas la force, la puissance de l'argent pour accompagner ce message dans tous les médias du pays qui devraient reprendre le même message. Non pas pour porter Clarence Renoir au pouvoir, mais pour porter cette autre Haïti au pouvoir avec d'autres personnes. Alors, dans ces élections, Clarence, et peut-être après vous le feriez, vous dénoncez beaucoup. Vous dénoncez les conditions médiatiques de sélection de leaders politiques, leaders entre guillemets. J'accuse, comme disait l'autre. Oui, vous accusez. Donc, on donne la parole à une catégorie bien choisie. Donc, Les mêmes. Les mêmes. Les mêmes. Vous estimez que c'est antidémocratique. Absolument antidémocratique, arbitraire et tout ce que vous voulez, regardez. Regardez bien pour voir les 6 candidats qui sont en tête. Faisons un diagnostic, regardons leur passé ou le passé de leur poulain, ce qui les pousse. Oui, ce sont les mêmes qui pendant 30 ans ont détruit ce pays, détruit littéralement ce pays, et puis ils reviennent en force, avec audace, pour reprendre le pouvoir. Et nous acceptons en silence qu'ils reviennent et qu'ils reprennent le pouvoir. Nous le leur donnons, nous les encourageons, nous les finançons à reprendre le pouvoir dans les mêmes conditions pour faire les mêmes choses. Mais ce n'est pas possible. La presse, moi je condamne, j'accuse la presse, et je parle ici à Métropole, on ne parle pas de corde dans la maison du pendu. Mais écoutez, il faut favoriser d'autres voix. Moi je suis une de ces voix. Il y a 27 candidats dans une course électorale, quand il y a débat, c'est le sort de notre pays d'avoir autant de candidats. Eh bien faisons avec, jusqu'à ce qu'il y ait une décantation dans le futur, qu'il y en ait moins. Mais pour le moment, il y a 27 candidats, on fait 5 débats au moins avec 5 candidats ou 6 candidats. Ça fait l'affaire. Tout le monde parle, tout le monde est entendu et l'électeur jugera pour qui il doit voter. Mais quand vous choisissez de manière arbitraire, sur quelle réflexion? Sur la base des élections du 15 octobre. À que cette même presse condamnait. Oui. Enfin, je veux dire de 2015. De 2015. Alors, vous revenez avec ces gens-là. Moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de revendiquer pour moi une place dans un débat quelconque. Non, mais pour les 27. Pour les autres, nous faisons de la démocratie. Par comparaison, je vais vous dire une chose. Moi, j'aime procéder par comparaison et par analogie. Il y a un groupe d'étudiants ici en République dominicaine qui ont besoin, ces étudiants-là, d'entendre leurs candidats. Ils ont fait une sélection de candidats comment? Avec des critères clairs. Ils disent que nous avons pris 4 candidats parmi ceux qui reviennent le plus dans les sondages. Nous avons tiré au sort 2 candidats et nous en avons choisi 1. Donc, nous voulons faire un débat avec 7 candidats à la présidence. Ça, c'est clair. Et ça vous donne la chance au moins à une palette plus large et diversifiée de candidats. Mais sélectionner des gens pour leur faire parler comme voici, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir, donc il n'y a pas d'autre choix. On doit faire avec. Moi, je suis contre. C'est pourquoi je dénonce. Mais, écoutez, je suis un bon démocrate. Je dénonce dans la civilité, dans les idées. Je ne dénonce pas à coups de fusil. Je ne dénonce pas à coups de caoutchouc dans les rues, à coups de manifestations dans les rues. Non. Moi, c'est la façon moderne que je vois que la politique en Haïti doit être faite. Et il nous faut garder cette possibilité de ne pas céder à certaines tentations parce que je cherche le pouvoir, donc je vais utiliser tous les moyens. Ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans ma formation. Alors, Clarence Renoir, nous allons mettre un terme à l'émission, mais on doit parler de votre livre, le dernier en date, Sortir Haïti du chaos. C'est un livre qui résume votre parcours en tant qu'homme politique actif en 2015. Un mot rapidement sur cet ouvrage. C'est un livre témoignage qui n'est pas un livre de programme politique, mais un livre témoignage qui est chargé aussi, je dirais, de sentiments, d'émotions là-dedans, d'attendrissement. Ces choses vues, entendues et vécues. Et vécues pendant la campagne électorale. Je raconte, je prends parti pour la jeunesse là-dedans parce que je crois que c'est là qu'il nous faut investir vraiment, mettre l'accent, depuis la petite école jusqu'à l'université, reformer la mentalité des Haïtiens. Quel Haïtien il nous faut pour quel pays dans 20 ans, dans 30 ans? Ça doit commencer aujourd'hui, ça devrait commencer déjà depuis longtemps, mais je plaide un peu pour ça. Je plaide forcément pour la réconciliation parce que sur la base de ce que j'ai vécu moi-même comme journaliste, j'ai rencontré tous les chefs d'État, tous les gouvernements durant ces 30 dernières années dans ce pays. Je me dis tous, ils n'ont pas tenté cette formule qui pourrait nous permettre de réussir à sortir du chaos, la réconciliation. Donc voilà, c'est un peu ça ce livre, et qui est un tome, je dirais, 0, ou bien il y aura un tome 1 ou un tome 2 après. J'espère pouvoir le faire, avoir le courage, le temps et les moyens aussi pour faire ça, l'imprimer et le sortir. Vous saviez, je vais vous dire rapidement, je vais rappeler ici, ce que je voulais faire aussi avec ce livre, je me suis dit, pour aller dans la campagne électorale,
Il ne faut pas aller prendre de l'argent des investisseurs, des miseurs, des financiers électoraux, mais plutôt, avec ce livre, le vendre et financer ma campagne électorale. J'avais souhaité faire ça, mais vous savez, très peu de gens. Oui. Voilà. Mais c'est pas, les gens ne lisent pas. Ne lisent pas malheureusement. Mais c'est ce que je voulais faire, comme Nicolas Sarkozy l'a fait en France, sortir 2 livres avant la campagne électorale, comme d'autres candidats le font. Madame Clinton l'a fait. Ils le font. Écrire un livre. Obama le fait. Voilà. Donc, Mandela l'avait fait. Suis-je en train de rêver dans notre pays? Oui, je rêve, si vous voulez, parce que je crois que le rêve précède toujours la réalité. Oui, parce qu'il faut toujours un rêve. Une vraie dernière question, Clarence Renoir, parce que je sens qu'il y a de l'impatience quelque part ici. Après les élections, si vous ne remportez pas les élections, est-ce que vous allez mettre de côté le costume de politique ou vous allez continuer à l'endosser, à l'enfiler chaque jour? Le costume de politique ne doit pas être un costume qui entrave la marche du pays. Parce que moi, ce que j'ai vu toujours dans le pays depuis 30 ans, c'est que les politiciens, dès qu'ils sont dans l'opposition, ils deviennent un poison pour le pays. C'est-à-dire qu'ils empoisonnent l'existence du gouvernement en place, ils bloquent les rues, ils manifestent. Ils s'opposent à tout, une opposition qui s'oppose à tout. Moi, je ne suis pas dans cette formule. Costume politique, costume social, je suis un citoyen haïtien, je continuerai à faire mon travail. Comme après les élections de 2015, je m'étais remis à enseigner, à travailler avec des jeunes, à écrire un livre, je vais continuer à vivre cette vie-là. Je ne me bats pas pour avoir un poste dans un gouvernement quelconque. Je me bats pour gagner la présidence d'Haïti et pour sortir Haïti du chaos. Voilà. Maintenant, si l'électorat me refuse ce privilège, cette responsabilité, eh je vais recommencer à travailler avec d'autres pour aller encore à une autre tentative dans 5 ans. Je suis sage dans ce sens parce que je crois que c'est cette sagesse-là que nous devons inculquer à nos hommes politiques qui sauvera Haïti. Clarence Renoir, merci. Merci beaucoup, Georges. Merci à vos auditeurs et auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices de la Métropole. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télé Métropole. Notre invité ce matin, c'était Clarence Renoir, candidat à la présidence. Celui qui veut, parmi d'autres, sortir Haïti du chaos. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Bien à vous, à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.